Allô? Salut, tu dormais? Oui. Tu vas faire une analyse du mal sur Jinx? Si je la fais, tu me laisses dormir? Probablement pas. Ok. Salutationalisation et bienvenue à ce 60e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Émission supportée entre autres par nos Patreons. Alors déjà, merci beaucoup à eux et à ceux qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo, notamment à Bertucci, Les Histoires, ainsi que Warigi01. Si ça vous intéresse de nous supporter financièrement, le lien vers notre Patreon, il est en dessous de la vidéo et vous pouvez avoir accès à diverses récompenses. Ça part de simples petits shout-outs à littéralement choisir des sujets de vidéos. Mais si vous voulez simplement discuter ou interagir avec moi, on a aussi un Instagram et un Discord. Tous les liens sont encore une fois en description. Et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like et un commentaire avec le hashtag Analyse du Mal, nous disant de quel autre méchant on devrait traiter. Le tout bien sûr en partageant la vidéo, c'est ce qui aide vraiment pour le référencement, et c'est ainsi que je peux continuer de faire ce que j'aime. Donc aujourd'hui, on parle de Jinx, à la fois un des protagonistes et des plus grands antagonistes de la série Arcane. Véritable pépite d'or que si vous n'avez pas encore regardé sur Netflix, bon déjà qu'est-ce que vous foutez là, et de deux, allez-y et revenez après parce que ça vaut le détour. Intéressant. Vous pensez avoir mis la main sur quelque chose d'intéressant, docteur? Je pense, oui. J'ai l'impression que ce patient s'est créé, comment dire, sa propre persona. Une persona. Oui, il a créé un genre de personnage auquel il s'identifie, un animateur d'une émission web fictive, à la croisée du détective privé et du psychiatre. Oh, c'est un créateur de contenu. Un influenceur. C'est encore pire. Alors en fait, le terme influenceur est un gros raccourci en plus d'avoir une connotation négative, ce qui aide grandement à effacer la crédibilité auprès des néophytes, des travailleurs autonomes du web, au détriment des grosses compagnies et des médias plus populaires qui, de manière générale, ont un meilleur fondement, mais beaucoup moins c'est des gens qui gagnent de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Ces influenceurs sont des monstres! Et celui-là est le pire de tous. Il met en scène des personnages tous ayant le même visage, dans le but de donner une sorte de cohérence narrative à ses vidéos. Quel genre de personnages? Des médecins, des infirmiers, des hommes de paille, Satan en personne, voire même Dieu une fois ou deux. Ok, Dieu, ça pose problème. Oh oui, ça pose problème, mais il ne le fait en aucun cas par mauvaise confiance et n'offense personne, du moins pas délibérément. Mais vous voyez, c'est ça qui le rend très intéressant. Il agit comme quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il fait alors qu'il l'est totalement. Oh mon Dieu! C'est un clone de Salut les geeks. Je m'appelle Maître Panda, et ça c'est moi. Vous pouvez inscrire votre mioche dans une sorte de camp de vacances géré par la multinationale. On y apprend à être gros et malade? Non, pauvre et exploité. Ouais, comme l'explique leur site officiel. Imagine que les jeunes écoutent ça. Écoute ça? J'ai besoin du café. J'appelle la tasse. Oui, le même sarcasme, la même façon de déconstruire certains éléments à un point où ce n'est pas nécessaire. Il semblerait qu'on ait trouvé celui qu'on nomme l'analyste maniaque. Ok, sinon c'est juste un ado qui a jamais grandi, qui vit dans un sous-sol miteux et qui fait des vidéos par passion. C'est tout aussi dangereux! Bref, il existe une catégorie de personnages qui est très à part, dans le sens où, on peut le dire, ils sont irremplaçables. Par exemple, vous pouvez avoir vos générales Grievous, vos Darth Maul, même vos empereurs Palpatine, mais aucun de ces méchants ne représente mieux le côté obscur de la Force ou la vilainie dans Star Wars que Darth Vader. D'ailleurs, faisons-en une petite expérience. Allez en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous demande de choisir une licence que vous aimez beaucoup et de me nommer non pas son meilleur personnage, non pas votre personnage préféré, mais le personnage qui définit l'œuvre. Le personnage que, s'il n'existait pas, cet univers de fiction serait ô combien différent. Et je songe peut-être à en faire une vidéo, alors pour que ce soit plus facile à filtrer, mettez le hashtag icône. Dans cette optique, est-ce que Jinx est le personnage le mieux écrit d'Arcane? Peut-être. C'est dur à dire quand tu sais que dans Arcane, l'écriture, la caractérisation et tout ce qui touche nos personnages, c'est une des forces les plus importantes de l'œuvre. Et en même temps, c'est normal de se poser la question tellement qu'il est difficile de savoir qui est mon personnage préféré, même si j'ai tendance à dire que j'aime beaucoup Silco. Silco qui lui-même est le catalyste de presque tous les événements de la série, de la création de l'Estec jusqu'à la mort symbolique d'une petite fille aux cheveux bleus, laissant sa place à Jinx, que l'on connaît très bien. Tout ça et bien plus encore aujourd'hui, je vous rappelle donc encore une fois de vous abonner, d'activer la cloche ainsi que laisser un like et un commentaire avant de partager la vidéo et nous rejoindre sur nos ô combien diverses plateformes en description. Je l'ai dit et je vais répéter, mais on va méchamment spoiler Arcane. Assurez-vous donc d'avoir vu les 2 saisons ou d'en avoir rien à battre des spoilers avant de continuer cette vidéo. Vous êtes avertis sur ce, maintenant que c'est fait,
analysons le mal. L'histoire de Jinx. Notre histoire commence dans les bas-fonds de la gigapole qu'est Piltover, dans des quartiers pourris qu'on nomme Zaun. Là où nous retrouverons trois personnages très importants. Vander, un homme bienveillant qui ne se salit les mains que pour protéger ceux qu'il aime. Silco, un idéaliste extrémiste rêvant de liberté. Et Felicia, figure de pureté et de maternité, attendant un enfant. Enfant qu'elle nommera Violette. Après la naissance de Violette, ou Vi pour les intimes, Felicia retombera enceinte et c'est de cette union que va naître Powder. Mais les deux enfants grandiront à Zaun, ce qui n'est pas facile parce que c'est un coin de la ville où est-ce que la corruption, le crime et le trafic règnent en maître. C'est quand une révolution contre Piltover de la part des Zoniens se met en place avec Silco à sa tête que les parents des deux filles vont mourir, là où elles seront adoptées par Vander avec deux autres orphelins, Milo et Clagor. Se faisant un ami au passage, Echo, jeune homme intelligent, le tout faisant partie d'un gang de voleurs qui garde un certain éthique. Les années vont passer et c'est là que Powder suivra ses trois confrères et consorts dans un cambriolage à travers les hauts quartiers de Piltover, là où par mégarde, elle activera une gemme Hextech sur laquelle Jay Stalis travaillait. S'échappant de justesse, ils se feront intercepter par Descartes qui était à la solde de Silco. Censé les pister, là où, pour s'échapper, Powder lâchera ce qu'il reste du butin. Rentrant les mains vides, Vi se fera engueuler et elle et Powder auront une discussion sur la liberté et sur faire leur place dans le monde pendant que Silco va en douce développer le Shimmer, une drogue hyper puissante qui va lui permettre de nourrir son armée, de les transformer en monstres, le tout pour renverser Piltover. C'est là qu'avec le Shimmer en main, Vander sera capturé par Silco et ce sera aux trois orphelins d'aller le sauver. Mais malheureusement, Powder va les suivre voulant se rendre utile, là où un de ses gadgets va finir par fonctionner, et c'est malheureusement ce qui va coûter la vie à Milo et Clagor dans une explosion. Powder ne s'en rendra pas tout de suite compte, elle est toute fière d'avoir réussi quelque chose. Elle retournera voir sa sœur, qui lui donnera une bonne dose de réalité, lui donnant au passage un surnom qu'elle a entendu maintes et maintes fois. Parce que tu jinxes tout! Vi se calmera et tentera de rejoindre sa sœur avant que Silco ne lui tombe dessus, mais elle va être capturée par un garde de Piltover, là où Powder, en quête de confort, se jette dans les bras de Silco, chauffe son cœur plein de haine, là où il va la prendre sous son aile. 7 ans vont passer, cette année que Vi va passer en prison, cette année où Powder est devenu un des lieutenants les plus redoutables à la solde de Silco. Elle adopte le nom de Jinx et on peut le dire, la Powder qu'on a tous connue, elle n'existe plus. À sa place se dresse une féroce mercenaire, redoutable guerrière, véritable génie de la mécanique et des armes, mais mentalement très instable. Powder est morte, il ne reste que Jinx. Ce qui est quand même un méchant red flag. Ok, votre mission est d'entrer par effraction dans un des plus grands labos de Piltover pour y voler les plus grands agents chimiques qu'il nous faut pour perfectionner une dose de chimère relativement stable. Parfait, j'ai envoyé des espions la semaine dernière. Ils ont déjà identifié toutes les entrées possibles et je pense qu'on peut y rentrer et sortir en moins de 3 minutes. Excellent, je veux de la subtilité, donc nous attaquerons à minuit pour que la noirceur nous aide. C'était mon plan aussi, je vais rester derrière la caméra pour coordonner. Maintenant, qui mènera l'attaque? Jinx. Qui mènera l'attaque? Pour de vrai. Jinx, la maniaque aux explosifs qui s'habille en couleur fluo, celle qui a déjà fait péter une école secondaire en mesurant de l'eau, c'est elle que vous envoyez pour une mission d'infiltration et de récupération de produits dangereux? Elle montre du résultat. Au moins depuis qu'elle est là, nos autres mercenaires ont cessé de se plaindre pour un oui ou pour un non. Parce qu'elle leur a fait brûler les cordes vocales. Aux grands mots, les grands remèdes. C'était quoi ça? C'était le laboratoire. La ville au complet est en alerte maximale. Elle a tout fait péter, elle a tué 76 personnes. Mais elle a récupéré les produits dont on avait besoin. Elle a récupéré les produits chimiques, oui. Bon, vous voyez, employé du mois. Silco va plonger Jinx dans la même rivière polluée où il a failli être noyé, donnant naissance à ce monstre, faisant fusionner son ADN avec les produits chimiques qui gangrènent Zaun. C'est Caitlyn qui fera sortir Vi de prison dans le but de l'aider à arrêter Jinx et Silco dans leur cartel et leurs attaques terroristes sans savoir la vérité. Vérité étant, Vi est la sœur de Jinx, criminelle la plus recherchée du moment, et pendant ce temps, Echo, il est devenu un espèce de justicier anarchiste qui met le progrès social au sein de ses priorités. En réalisant que l'instabilité de Jinx est un vrai défaut qui pourrait être très dangereux, Silco la remet en question,
mais il refusera de la livrer aux gardes de Piltover. Il ira à la place se recueillir près de la statue de Vander qu'il traitait encore avec respect malgré la fin de leur amitié et se confiera par rapport à la faiblesse que Jinx fait naître en lui. Y a-t-il plus grande faiblesse que d'avoir une fille? Il nous a offert tout ce qu'on a toujours voulu, sans même négocier. Et qu'aurais-je donc à y perdre, hormis tous mes problèmes? Paroles profondes, paroles lourdes, paroles que Jinx ne voulait pas entendre. Et c'est là qu'elle va partir en vrille. Elle va capturer Silco, Caitlyn et Vi et les confronter là où, dans le chaos, Vi fera ressortir les sentiments de Powder qui restent dans son adversaire et réussir à la faire tuer Silco suite à un jeu où Vi devait à la base tuer Caitlyn. Dans une scène qui fait énormément écho à la scène du dîner dans Batman Death of the Family. Et si vous l'avez pas lu, faites-moi confiance, c'est un comics phénoménal. Pleine de colère, Jinx se retourne vers la tour du conseil de Piltover et y envoie une bombe Hextech, tuant au passage 3 conseillers, dont la mère de Caitlyn. Dans le chaos, Jinx sera déclarée ennemi public numéro 1, là où Caitlyn, prenant le pouvoir, sera en charge de sa traque. Le tout, bien sûr, grâce aux grandes manipulations de la générale Ambessa de Noxus, sur qui on a déjà fait une vidéo. Mais c'est aussi là que Jinx, elle va prendre sous son aile Isha, une petite zonite qui est elle aussi orpheline, muette en plus. Ouais, ok, d'accord, je vais le faire. Je reste convaincue qu'elle est stupide, ton idée. Jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec Warwick, l'arme ultime de Singe, le savant fou le plus fou de l'histoire des savants fous, qui a été créé à partir du corps de Vander. C'est la vision de sa fille adoptive qui va faire revenir Vander à lui, et c'est là que Jinx tentera de retrouver Vi pour reformer une famille et tenter d'aider leur père. Cependant, ça ne durera pas parce que, entre-temps, Ambessa continue d'attiser le feu entre Piltover et Zaun, et Victor, sur qui on a déjà fait une analyse aussi au passage, tente d'assimiler l'humanité au complet. Dans le chaos, Warwick va se déchaîner, tuer le bras droit d'Ambessa et devenir une véritable bête sauvage, là où Isha va se sacrifier pour sauver Jinx, partant le cœur léger faisant un mouvement reconnaissable. Ça va faire tomber Jinx de très haut si elle était de base très instable mentalement. Maintenant, la violence, la colère et l'imprévisibilité, ça laisse sa place à de la tristesse et de la dépression. Et au fond de cet abîme, on va retrouver Echo. Echo qui arrivera à la rescousse. Echo qui aura fait un voyage dans une timeline alternative et qui aura appris à courber l'espace-temps, mais aussi a vu le potentiel d'une société où Zaun et Piltover font la paix. Une timeline où la différence entre les classes sociales n'existe pas, ou si elle existe, elle est assez infime pour ne pas être très importante. Une timeline où c'est la paix. Une timeline où Jinx n'est jamais née et où ils ont réussi à construire une utopie. Et c'est justement un Echo chargé de toute cette information, un Echo chargé d'espoir qui revient voir Jinx après son voyage temporel et qui l'empêche de mettre fin à ses jours en s'explosant, lui donnant au passage une bonne dose de réalité. J'ai appris d'une personne très spéciale que peu importe ce qui a pu arriver dans le passé, il est jamais trop tard pour bâtir quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien parce qu'on ne gagnera pas la bataille finale sans l'aide de Jinx. Jinx qui fait éruption sur le champ de bataille, prête à faire face à Victor et à ses figures pseudo-parfaites, incluant la forme assimilée de Warwick. Au point où on en est rendu, Warwick a pleinement assimilé la personnalité de Vander et a lui-même été assimilé par les projets Hextech de Victor. On peut le dire, le corps de Vander, ce n'est rien de plus qu'une coquille vide qui a servi de base pour construire une machine à tuer. Jinx et Vi vont affronter Warwick pendant que le reste de l'équipe se débarrassera de la générale Ambessa et de Victor qui commande son armée. C'est dans le feu de l'action que Jinx va tomber au cœur des X-Gates avec Warwick, laissant Vi endeuillé d'avoir une fois de plus perdu un parent et une sœur. L'histoire se termine avec une lumière sur le futur de Piltover et Zaun et une nouvelle vie qui attend Vi et Caitlyn, formant maintenant un vrai couple. Ou du moins, on pourrait croire que c'est ici que ça finit. Jinx a survécu. Voyons donc comment se termine Arcane. Caitlyn et Vi sont ensemble, elles vivent leur petite vie, pendant que Warwick et Jinx sont morts explosés au cœur des X-Gates. Cependant, il y a une théorie très populaire sur Internet depuis la fin d'Arcane. Une théorie comme quoi Jinx aurait survécu à cette explosion. Et très honnêtement, plus t'y penses, plus c'est logique.
Argument numéro 1. On voit Caitlin regarder les plans de construction des X-Gates et se concentrer sur les conduits d'aération. Et elle sourit, elle-même nous montrant qu'il y a un espoir. Caitlin était littéralement en train de chercher pour des traces de survie de Jinx. Et elle en a peut-être trouvé. Et je vais vous l'accorder, c'est jamais dit textuellement qu'elle cherchait bel et bien pour des traces de Jinx, mais qu'est-ce qu'elle peut chercher d'autre dans les conduits d'aération des X-Gates? Argument numéro 2. Ella Prunell, la comédienne de doublage de Jinx, aura des réactions très suspectes lors d'une entrevue quand on lui posera la question « Jinx est-elle morte ?» Elle cherche ses mots, elle tente de cacher des sourires et elle dira même qu'on ne sait pas si elle est morte et que pour l'instant, c'est ouvert à interprétation. Sans parler du fait que, regardez, elle se cache presque d'éclater de rire et le montage au cours de l'entrevue me semble assez brut, comme si le monteur tentait d'enlever une partie de la conversation qui aurait pu divulgacher quelque chose. Ce petit bout de conversation venant de la chaîne YouTube Still Watching Netflix, on peut penser que quelqu'un quelque part chez Netflix a dû monter la conversation pour laisser des indices et attiser notre curiosité sans pour autant donner toutes les informations maintenant. Ben oui, forcément, Arcane, ça reste un produit de chez Netflix. Et vous le savez, depuis la démocratisation d'Internet, le spoiler pour une œuvre, ça peut être mortel. Mortel ou très bénéfique, je vous laisse en débattre, mais j'en ai déjà fait une vidéo. Argument numéro 3, c'est bien beau de débattre de la possibilité de survie, mais parlons plutôt du comment. Souvent au cours de la série, on voit Jinx utiliser les pouvoirs donnés par le Shimmer pour se déplacer à une vitesse incroyable. Ne peut-on pas penser qu'elle aurait réussi à s'échapper juste à temps vers un conduit d'aération? Surtout quand on regarde l'explosion de plus haut, on voit bien une traînée lumineuse mauve partant du centre de la réaction vers le côté du réacteur. On pourrait aussi noter que, d'un point de vue mise en scène, cette mort est très atypique pour Arcane. Même la mort est montrée dans la série de façon explicite chez des enfants. On a tendance à soit te montrer le corps, soit te montrer les faits d'assez près pour que tu comprennes que la personne intéressée a bien trépassé. Arcane est une de ces séries où, si tu vois pas le cadavre et t'as pas la confirmation que la personne est morte, elle pourrait tout aussi bien être en vie. Et la mise en scène de cette explosion me fait penser que ça pourrait être une possibilité. Argument numéro 4, et là on est plus dans de l'analyse parce que c'est mon point de vue personnel, mais tuer Jinx maintenant, ça n'aurait absolument aucun sens. On ne sait pas exactement ce qui attend nos personnages dans le futur, mais tout ce qu'on sait, c'est que la saison 2 a mis des méchants bons tremplins pour continuer de développer cet univers et que certaines séries spin-off ont été confirmées. Mais au niveau de ses personnages, on arrive à un point où Vi, elle a commencé à construire une vraie relation de couple. Elle a réussi à construire un semblant de famille avec Caitlyn. Pour une fois, Vi est en paix, alors que sa sœur est morte. Mais il y a une partie d'elle qui doit quand même faire son deuil, savoir qu'est-ce qu'elle aimait chez Powder, qu'est-ce qu'elle aimait chez Jinx, se demander à quel moment elle l'a vraiment perdu. Et est-ce que vous imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur le personnage si il se trouvait que Jinx est en vie? Aussi du côté de Echo, personnage assez en retraite dans la saison 1, mais dans la saison 2, il est mis en avant autant sa cause de progrès social que son identité de héros chaotique, mais aussi et surtout en tant que personne. Là où ce qui le définit dans l'univers alternatif, c'est sa relation avec Powder. Et c'est cette relation qui l'aide à trouver les mots pour sauver Jinx. Et après, ils ont même pas vraiment eu le temps de mettre grand-chose au clair ou de se reparler. Alors que même dans les dialogues de League of Legends, ça a longtemps été teasé le fait qu'il y avait quelque chose entre eux. Il y a tellement plus à raconter entre Jinx et Echo que ce qui a été fait. Surtout quand tu prends en considération le fait qu'on nous a montré dans la saison 1 qu'ils jouaient très souvent ensemble quand ils étaient enfants, mais qu'on n'a pas vraiment vu ce que Echo en garde comme souvenir. Bref, c'est la même chose que Vi, il y a beaucoup d'historiques intéressants à explorer et on ne pourra faire ça que si Jinx est bel et bien en vie. Ou à travers des flashbacks, mais en ce moment, je suis en train de me retaper Naruto et honnêtement, ça commence à être lourd. C'est la même chose pour Caitlyn. Elle a beaucoup changé, mais Jinx reste responsable de la mort de sa mère. Tu me diras pas qu'à quelque part, il n'y a pas une petite confrontation à avoir. Comment je vois cette réunion se passer? C'est potentiellement Caitlyn qui comprend que ce n'est pas forcément Jinx qui a tué sa mère, mais plutôt un système corrompu et un cruel coup du destin. Là où Jinx serait plutôt une conséquence qu'une véritable responsable, principalement regardant son état mental. Bref, Jinx, en termes de développement de personnage, elle est beaucoup trop importante pour beaucoup trop de personnages pour que, si on veut continuer de faire des choses avec, on la laisse mourir maintenant. Argument numéro 5, la musique nous laisse penser qu'elle a survécu. La musique dans Arcane, ça a toujours été un moyen subtil de storytelling, mais très efficace.
efficace. Par exemple, le thème principal de la série, c'est « Everyone wants to be my enemy ». Littéralement, tout le monde veut être mon ennemi. Ce qui est un thème important du personnage de Vi, protagoniste, que tout le monde prend comme un ennemi. Il n'y a pas un seul personnage important dans Arcane qui ne l'a pas méchamment antagonisé à un point ou à un autre. À part peut-être Clagger, mais je vous laisse définir c'est quoi pour vous un personnage important. Et c'est aussi une bonne représentation de la relation Powder et Vi. C'est ces deux-là contre le monde. Tout le monde est leur ennemi. Alors pendant la mort de Jinx, c'est une autre chanson qui joue. Le morceau s'appelle Wasteland et les paroles, elles sont assez explicites. Je me suis accroché pour aussi longtemps que j'ai pu. Pour ceux que je devais défendre, j'ai été forte tous les jours. Si elle le veut, la mort peut me prendre cette fois. Indiquant que Jinx est brisée, que Jinx a mal, qu'elle est prête à partir. Mais le mot-clé étant ici, si la mort le veut cette fois. Et Jinx, elle a quand même tenté d'en finir tout au long de la saison 2. Pourquoi est-ce que à ce moment, ce serait différent? Moment où, au passage, elle a regagné beaucoup d'espoir. Si je pouvais juste me reposer la tête, si il n'y avait plus rien à protéger, peut-être pourrais-je finalement être libre. Peut-être que la mort est comme s'endormir. Et oui, ici, on peut penser que c'est Jinx qui va accueillir la mort de bon cœur, mais les paroles suivantes me font penser autrement. Je ne suis pas prête à y faire face, ne commence pas à dire au revoir. Il y a de la beauté dans le changement et je veux l'essayer. Nous montrant que Jinx a probablement encore bien des choses à vivre, mais aussi et surtout, ça nous montre pourquoi elle n'est pas directement allée retrouver Vi après. Parce que ça fait exactement écho à ce que Silco, ou du moins son hallucination, dira à Jinx avant le combat final. On bâtit nos propres prisons, on forge nos barreaux. Dans les serments, les codes, les engagements. On érige des murs faits de désespérance et de limites qu'on s'impose. On occupe ces cellules, ces identités, en se persuadant qu'elles nous définissent. Jinx, je crois que le cycle ne s'achèvera que si tu trouves la volonté de renoncer. Partir ici ne veut pas forcément dire mourir, mais bel et bien s'enfuir. Depuis toute petite, Jinx a vécu dans une prison de danger. Et peut-être que de simuler la mort, s'échapper et de vivre une nouvelle vie, c'est comme ça qu'elle trouvera cette liberté tant désirée. Qu'elle pourra vivre un petit peu, qu'elle n'aura plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. Jinx a besoin de liberté, elle a besoin de faire une pause. Et cette explosion est arrivée au moment exact où elle a pris sa décision. Cette explosion, c'était une clé qui lui a permis de se libérer. La série nous montre même via ses thèmes que de mourir, ce n'est pas ça qui aurait arrangé les choses. Oui, Jinx a tué beaucoup de personnes au cours des 2 saisons, mais si elle s'était pas pointée à la fin de la bataille finale, tout le monde serait mort. Nous montrant que non, le monde n'est pas forcément mieux sans Jinx. Montrant qu'elle a encore beaucoup de choses à faire, qu'elle a encore beaucoup de choses à vivre, qu'il y a beaucoup de possibilités et d'histoires à raconter avec son personnage. Moi, personnellement, je pense qu'elle va apprendre à maîtriser ses démons et à redevenir quelqu'un de relativement stable. Et c'est pour ça que je suis convaincu à 100% que l'histoire de Jinx n'est pas terminée. Isha et le poids de la responsabilité. Nous sommes introduits dans la saison 2 au personnage de Isha. Isha qui va faire ressortir le bon en Jinx. Et autant j'ai vu des arguments à base de Isha fait ressortir Powder de Jinx, autant je pense que c'est un poil plus complexe. En tant que tel, la série met les points sur les i. C'est assez clair que Powder n'existe plus et que Jinx l'a 100% assimilé. La petite notion étant, la série a fait d'énormes efforts pour nous montrer le mauvais en Jinx, mais elle a aussi fait de subtils efforts pour nous montrer qu'il y a un peu de bon en elle. Et ce bon, justement, c'est pour ça que Jinx est aussi prévenante avec Isha. C'est pas parce qu'elle fait ressortir Powder, elle fait vraiment ressortir le positif de la personnalité de Jinx. Elle donne à Jinx quelque chose que Powder cherchait depuis le début de l'histoire, depuis qu'elle était toute petite. Elle lui donne un sens d'utilité. Flashback une bonne décennie avant environ, Powder est une enfant qui perd ses parents et est confrontée à leur cadavre. Elle est plongée dans un monde cruel et violent, là où sa sœur la supporte et la prend par la main avant de tomber sur Vander qui va les prendre toutes les deux en adoption. Ici, Vi mène la danse. Elle aide Powder à retrouver leurs parents en Vander qui va les adopter. Mais Powder, en tant que
telle, elle ne sert absolument à rien. Limite, c'est un boulet. Même chose pendant le cambriolage. Elle traîne les pieds, elle a besoin d'être surveillée et c'est elle qui cause l'explosion qui va mettre la ville en alerte maximale, donner naissance à l'Extech et les mettre sur le radar des pacificateurs. Même Milo, plusieurs fois, il va mettre en lumière le fait que Jinx est inutile, voire nuisible. Ce qui implique que ce genre de catastrophe, c'est déjà arrivé avant. À chaque fois qu'elle vient avec nous, il y a un truc qui foire. Elle jinx toutes nos missions. En même temps, ça reste du League of Legends, donc un petit prépubère qui s'énerve sur une enfant de 6 ans, c'est probablement la partie la plus réaliste de la série. Oh, je pense que c'était la pire partie de League of Legends qu'on a jamais fait. Elle foutait quoi, Jinx? Je sais pas, au milieu de la partie, elle a lâché le Hextech Drake. Comment ça, elle a lâché le Hextech Drake? Elle a voulu suivre Vi pour aller ganker Jace. Pourquoi Vi était en train de gank? C'est Jinx qui devait gank. Va leur dire ça à eux, moi j'étais en train de push 2 lanes en même temps. Oh, je te jure, Jinx, je la hais, je vais ressusciter toute sa famille pour la tuer devant elle. Ce jeu fait définitivement ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Bref, à cause des circonstances, toute sa vie, Jinx a été relativement inutile. Et ça aide pas quand la première construction qu'elle a jamais faite fonctionne, mais que ça coûte la vie à toute sa famille adoptive. On voit littéralement ses rêves se briser quand Vi la claque et lui dit qu'elle a toujours été un Jinx. Et c'est comme ça qu'elle la poussera dans les bras de Silco. 7 ans vont passer et c'est là qu'elle deviendra le meilleur lieutenant pour le baron du crime. Tout le monde connaît Jinx, tout le monde a peur de Jinx et donc tout le monde respecte Jinx. Idée soutenue par Vi au début de la série. Et le jour viendra où cette cité nous respectera. En devenant utile et surtout dangereuse, Zaun et Piltover apprennent à respecter Jinx, ou du moins à la craindre assez pour que la différence soit inexistante. Pourquoi? Parce que pour une fois, elle est utile et là, t'as Silco qui le crève et boum, retour à la case départ. Jusqu'à l'arrivée de Isha. Isha qui fait énormément écho à qui était Powder à la mort de ses parents, à l'exception près qu'elle n'a pas une grande sœur pour la guider comme elle avait. Et c'est grâce à cette relation que quelque chose change. Jinx est plus seulement utile, elle est aidante, positive pour son entourage, ce qui n'est jamais arrivé avant. Même pour Silco, leur relation était tellement codépendante que ça leur amenait beaucoup plus de négatifs que de positifs. Du côté de Jinx, elle devenait un monstre instable et violent, et du côté de Silco, il perdait toute crédibilité envers ses lieutenants. Pas pour Isha, Jinx a vraiment été bénéfique. Elle l'a abrité, elle l'a aidé à se nourrir, elle l'a aidé à survivre dans un monde cruel. Lui a même appris à manipuler certaines armes et certains tricks de mécanique. Bref, des skills qui, dans le monde d'Arcane, c'est très utile. Là où, par contraste, si Jinx réalise qu'est-ce que c'est d'être utile et ce, de façon bénéfique, elle découvrira aussi autre chose. Quelqu'un d'utile, c'est quelqu'un qui a de la responsabilité. Pensez-y, être utile, c'est créer un besoin. C'est offrir quelque chose à quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas forcément s'offrir par lui-même. Ici, chez Isha, elle l'a beaucoup aidé, elle lui a appris à survivre, mais d'une certaine façon, elle a évolué dans une position où elle est maintenant responsable de la petite muette. Et prendre ses responsabilités, c'est pas exactement comme ça que Jinx est caractérisée. Dans la saison 2, elle deviendra un symbole révolutionnaire, littéralement devenant le logo de ce que sa sœur a toujours voulu, à savoir la liberté pour Zaun. Et comment Jinx réagit-elle à cette nouvelle notoriété? Comment exactement elle prend le fait d'être devenue aussi importante pour autant de monde? Comment est-ce qu'elle vit le fait d'être devenue exactement ce que sa sœur aurait voulu? Ça ferait une énorme différence si tu te montrais un petit peu. T'es un symbole. T'en veux un de symbole? Ça démontre exactement qui est Jinx. Elle ne veut pas forcément devenir un symbole ni révolutionner Zaun, elle veut simplement être utile pour les gens qu'elle aime et non aimer les gens pour qui elle est utile. C'est comme ça qu'elle s'est attachée à Silco et c'est comme ça qu'elle s'attache à Isha. Elle veut être utile, respectée, aimée, mais sans forcément accepter la responsabilité qui vient avec. Par exemple, avec Silco comme une de ses lieutenantes, oui, elle est très utile et très appréciée, mais elle avait un certain niveau de responsabilité. Responsabilité étant, fais attention à la manière dont tu fous le chaos parce qu'on fait quand même des activités illégales et on marche sur un fil très fin par rapport à nos activités. Tu étais censé surveiller la cargaison. Cette gosse est un problème, on en est tous conscients.
Jinx avait envers Silco certaines responsabilités qui, dans son empire du crime, elle n'a jamais vraiment pu assumer. Et quand elle a manqué à ses responsabilités, ça a mis en marche un effet papillon qui ont fait que certains de ses lieutenants ont fini par se retourner contre lui. Cette idée est même supportée par le moment où tout bascule, là où Isha, pour protéger Jinx, se jette sur Warwick utilisant les skills que cette dernière lui a appris et même mourant en faisant le symbole qui les unissait. Là où Isha montre le lourd poids de la responsabilité. Jinx était devenue responsable d'Isha et elle est quand même morte. Pire encore, elle est morte en tentant de la protéger, elle, en utilisant les compétences qu'elle lui a apprises. Au montage, je me permets de faire un petit erratum. Le fait étant que oui, c'est montré textuellement que Jinx refuse d'apprendre certaines choses à Isha parce qu'elle tente de voyager dans une nouvelle vie. Elle tente de passer à autre chose et surtout, elle tente de la garder en sécurité. Mais le fait étant que Isha a fait un bon bout de chemin avec Jinx. Elle s'est ralliée derrière les idéologies que ses supporters supportent eux-mêmes, autour des choses que ces derniers font en son nom. Alors même si elle ne lui a pas apprise de première main, c'est clair que c'est directement et indirectement grâce à Jinx que ces leçons ont été transmises. C'est ce qui l'envoie si bas dans sa dépression. Elle est incapable d'être une bonne petite sœur, elle est incapable d'être une bonne grande sœur, elle est incapable d'être une enfant normale, elle est incapable d'être une arme et un lieutenant. Et ça n'a rien à voir avec ses compétences. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Jinx est une des personnes les plus capables et débrouillardes de Arcane. Là où c'est complexe, c'est quand on réalise qu'en tant que telle, elle était peut-être juste trop jeune pour avoir autant de responsabilités. Vous vous rappelez du poisson rouge que vous avez laissé crever en une semaine quand vous aviez 8 ans et vos parents vous ont dit « Ça t'apprend une bonne leçon sur la responsabilité, petit ». Dans Arcane, c'est sensiblement la même chose, mais avec des guns et des loups-garous. Contrairement à Vi, qui était oui un peu plus vieille avec un sens plus aigu des compréhensions du monde qui l'entoure, mais qui vraisemblablement aussi a été capable d'accepter ses responsabilités. À noter que le poids de la responsabilité envers le monde qui nous entoure et nous admire, c'est un des thèmes principaux des premiers épisodes d'Arcane. Ces gosses ont de l'admiration pour toi. Quand on te prend pour exemple, tu peux pas être égoïste. Ils courent. Tu leur dis de nager et ils plongent. D'allumer un feu et ils se pointent avec l'huile. Mais quoi qu'il se passe, c'est toi qui trinques. Alors où est la différence? Est-ce que c'est à cause de leur âge? Peut-être. Mais aussi Vi, elle a dû se débrouiller. Autre que Vander qui a fait ce qu'il a pu, personne n'était là pour la protéger et c'est impliqué que leur enfance a été très rude après la mort de leurs parents. Dans le sens où Vander les a aimés comme il a pu, il les a protégés comme il a pu, mais il les a aussi élevés d'une certaine façon. Façon à s'endurcir pour que, quand le monde vous affronte, vous soyez capable de dominer. Et Vi, cette notion, elle l'a reçue en pleine gueule de la part de Vander et de son entourage. Et elle a tenté de l'adoucir comme elle a pu envers Powder. Elle a tenté de lui donner de l'amour, de l'attention et du confort. Et c'est ça qui a fait que quand elle s'est clashée avec la réalité, le choc a fait si mal. Les deux filles ont dû grandir beaucoup trop vite et ce qu'elles ont traversé, aucun enfant ne devrait le traverser. Mais Vi avait simplement une plus grande maturité qui lui a permis, en plus de s'endurcir, d'être un filet de sécurité pour Powder. Et quand ce filet de sécurité cède du jour au lendemain, la chute fait très mal. Et encore une fois, c'est une question de manquer à ses responsabilités. Vi était responsable de Powder, mais c'est quand même elle qui l'a rejeté. Vi était responsable de mener son espèce de petite famille atypique, mais elle les a quand même amenés dans un cambriolage qui a mis en marche tous les événements qui ont mené à la mort de Vander. Ce n'est qu'un cycle qui se répète. Arcane, c'est la succession de personnes qui ont des responsabilités et qui ne parviennent pas à les remplir. Et ironiquement parlant, il y a un personnage pour qui c'est encore plus présent et qui en fait le miroir de Jinx. Caitlyn Keraman. Heavy is the crown, littéralement traduit « Lourde est la couronne ». Une chanson écrite par Linkin Park, que personnellement je me suis surpris à beaucoup aimer à écouter en boucle, alors que Linkin Park d'habitude, je trouve ça moyen au mieux. J'ai hâte de voir la section commentaires là-dessus. Mais aussi et surtout, Heavy is the crown, c'est une chanson qui a fait partie du marketing de Arcane et qui en a été méchamment récompensée. Elle intervient au début de la saison 2 pendant les funérailles de la mère de Caitlyn, là où ses responsabilités tombent sur la jeune Keraman.
elle en devient une dictatrice, entre autres grâce aux manipulations de la générale de Noxus. Et si vous vous demandez pourquoi on parle de Caitlyn soudainement, c'est parce que la responsabilité, comment ça nous affecte, comment ça affecte notre entourage et la responsabilité surtout par rapport à la famille, c'est des thèmes que les deux personnages partagent. Et encore une fois, je pense que les paroles de la chanson mettront beaucoup mieux en valeur ce que j'essaye de dire. C'est ce que tu demandais, lourde est la couronne. Essaye de tout retenir, mais ça continue de saigner. En sous-nombre, 10 contre 1, à l'époque, tu aurais dû te mordre la langue, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière quand on commence. L'idée générale, c'est fais attention à ce que tu souhaites, parce que ce que tu souhaites, ça vient avec des conséquences. Ça vient avec l'utilité et la responsabilité de Jinx. Ça vient avec le leadership et la responsabilité de Caitlyn. Dans les deux cas, lourde est la couronne. Et c'est loin d'être la première fois qu'on voit un miroir entre Jinx et Caitlyn. Déjà, parlons physiquement, les deux ont les cheveux bleus. Et je vous jure, le premier qui fait une blague de woke en commentaire, je retrouve son adresse. J'en peux plus du wokisme de Netflix. Ils ont encore mis une fille avec des cheveux bleus. Ça te rend woke d'avoir les cheveux bleus? Apparemment, tu sais, je suis pas assez informé pour avoir mon propre opinion. Suite à cette blague, à cause du setup qui était vraiment pas clair, Ali a dû retrouver sa propre adresse et se donner une bonne leçon de sensitivité sur le choix capillaire des personnages de fiction. Merci de votre compréhension et n'oubliez pas de respecter votre entourage. Ces cheveux bleus, c'est peut-être juste une question de chara-design, c'est peut-être juste une question de préférence, et je répondrais oui, si on n'était pas dans Arcane. Maintes et maintes fois dans la série, on a su faire passer des messages avec la couleur, comme les cheveux de Vi qui, plus elles tombent dans la colère, plus le noir contamine le rouge éclatant, ou les rues sombres et vertes malades de Zaun, qui ressemblent à un organisme en décomposition, à l'opposé des rues de Piltover, lumineuses, propres et bien arrangées. Et si vous dites que c'est normal parce que Zaun c'est sale, c'est pollué, à ça je réponds, même en plein jour c'est sombre comme ça, genre c'est tellement sale que la lumière ne fonctionne pas? Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Oui, mais c'est un nuage de pollution. Génial, un nuage de pollution, ça ne s'arrête pas aux frontières de la ville. Ville qui, au passage, n'est séparée que par un pont et est techniquement dans la même municipalité. Ce n'est pas un choix chromatique anodin, ce n'est pas les conséquences d'une météo capricieuse, c'est la série qui nous fait passer un message. Piltover, c'est bien, c'est confortable, c'est propre. Zaun, c'est mal, c'est dangereux, c'est sale. Donc oui, les cheveux bleus. De prime abord, c'est ce qu'on peut croire qui relie vraiment Jinx et Caitlyn. Parce qu'après, on commence à avoir des patterns dans leur histoire, des patterns très similaires. Caitlyn est protégée abusivement par sa mère et l'empêche de s'épanouir. Vi protège abusivement Powder et l'empêche de vraiment affronter le monde. Et dans les deux cas, c'est quand cette figure protectrice va quitter les devants de la scène que leur descente aux enfers commence. Caitlyn devient une dictatrice fasciste, Powder devient un monstre de chaos. Étant sur un axe éthique aux deux opposés, le loyal pour Caitlyn et le chaotique pour Powder, là où les deux font le mal. Ensuite, il y a leur méthode de combat, là où les deux femmes se battent avec arme à feu, ce qui, oui, peut sembler anodin. Jusqu'à ce que tu le mettes en relation avec Vi, qui est une grosse bourrine au corps à corps, et où tu réalises que, d'un point de vue synergie d'équipe, les deux personnages la complètent de la même façon. C'est pour ça que Caitlyn et Vi étaient un duo d'enfer. C'est parce que, d'un point de vue de combat, il y en avait une qui se battait au corps à corps et l'autre qui la couvrait avec un range plus important. Une bonne synergie qu'on retrouve aussi dans le combat final contre Warwick. La petite différence étant que Caitlyn tire avec précision élégamment pour atteindre sa cible et éviter tout dommage collatéral, là où Powder se contente de lâcher des AOE, de tout faire éclater, et avec un peu de chance, t'as tué au moins une partie de ce que t'essayais de tuer. Et encore une fois, il y a ces deux côtés de la médaille qui entrent en jeu. Les deux font sensiblement la même chose, mais sous forme différente. Ça fait même partie des choses qui poussent Powder à détester Caitlyn au premier regard. Elle se sent remplacée. Et l'autre partie qui est à l'origine de ce désaccord, c'est le fait que, respectivement, Jinx et Caitlyn représentent ce que l'autre déteste par-dessus tout. Pour Caitlyn, Jinx est un monstre, un démon des bas-fonds de Piltover que, faisant partie de la haute société, elle a appris à craindre toute son enfance. Mais aussi, c'est une criminelle, une trafiquante, une assassine. Elle brise la loi que Caitlyn, en tant que pacificatrice, s'efforce de faire respecter, devenant ce que son travail de rêve lui dit de combattre.
De son côté, Jinx voit Caitlyn comme un membre d'une armée sans visage, de la puissance de Piltover qui marche sur Zaun à coups de canon dans le but de garder un contrôle sur le territoire au détriment d'une population qui doit recourir au crime pour survivre. À noter que c'est cette faction qui a pris à Powder ses parents et que Jinx en elle-même est directement responsable de la mort de la mère de Caitlyn. Dans un sens, elles sont devenues le visage de ce qui les a poussées dans ces positions complexes, de pacificatrices sans émotion et de machines à tuer au service du mal. Je les ai vus massacrer mes parents. Est-ce que t'as la moindre idée de ce que ça fait? Oui, absolument. Sevika avait raison. Tu traînes avec une Pacifia. Mais il y a un point où est-ce qu'elles se rejoignent, et ce point, c'est Vi, et le bon qu'elle fait ressortir en elle. Vi qui va apprendre à Caitlyn que de briser les règles, c'est nécessaire pour faire le bien, surtout quand ce bien s'oppose aux conventions sociales établies par un système corrompu et dépassé depuis des décennies, voire plus. Vi qui montrera à Jinx qu'elle n'a pas voulu l'abandonner et que ce qu'elle a pris pour de la haine était simplement de la colère. Une colère qu'elle a ensuite regrettée et où elle a tenté de se racheter. C'est dans cette notion que Caitlyn va se rebeller contre le système et commencer à faire le bien au lieu de faire la loi, et que Jinx va prendre ses responsabilités et aider les bonnes parties du système, même si ce système lui a fait beaucoup de mal. Deux personnages dont l'innocence a été prise beaucoup trop tôt, deux personnages qui ont eu un long travail d'introspection à faire, deux personnages qui ont été blessés par un système corrompu, deux personnages tombés dans le mal, deux personnages ramenés vers la lumière par notre protagoniste. Ce sont des histoires avec des notions non pas opposées mais bien complémentaires. C'est ce qui définit Jinx et Caitlyn, parce que chacune représente ce que l'autre a le potentiel de devenir et serait devenue si elle était née de l'autre côté du pont. Mais pour Jinx en particulier, moi ce qui me glace le sang, c'est de réaliser à quel point pendant 7 ans, elle n'a été personne. L'outil monstrueux de Silco. Silco est, même après sa mort et une saison où il était de façon purement scénaristique totalement absent, le personnage d'Arcane le mieux écrit selon moi, c'est même pas une question. Et allez, je la mets encore, ça fait longtemps. Mon garçon, j'aimerais te confier quelque chose d'important. Un secret qu'on m'a enseigné quand j'avais à peu près ton âge. Le véritable pouvoir, il ne vient pas à ceux qui viennent au monde les plus forts, ou bien les plus rapides, les plus intelligents. Il vient à ceux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'obtenir. Ce que Silco va valoriser par-dessus tout, c'est la loyauté de ses subordonnés, au point où il a fait trop confiance à certains d'entre eux, les a pris pour acquis et a sous-estimé leur capacité à briser cette loyauté et à se retourner contre lui. Mais de l'autre côté de la médaille, ce qui motive Silco, la croyance fondamentale qui définit son personnage, c'était celle-ci. Il y a un monstre en chacun de nous. Je l'ai dit et je vais me répéter, mais dans chaque personnage d'Arcane, il y a un monstre. Absolument aucun de ces personnages ne tombe dans le piège de, narrativement parlant, être irréprochable ou d'avoir simplement des mini-défauts très pardonnables. Les personnages d'Arcane ont tous fait la merde. Absolument tous, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et ce monstre en Jinx, il est plus visible que jamais après l'ellipse où elle est littéralement devenue une machine à tuer totalement sauvage et prête à exécuter qui que ce soit se trouve sur son chemin. Elle est aussi incroyablement instable, dissocie la réalité et hallucine, ce qui devient assez problématique quand tu manies du matériel militaire de haut grade sur une base régulière. La partie la plus irréaliste d'Arcane, c'est le fait que Jinx ait mis 7 ans avant de faire exploser la tour du conseil. Bref, oui, Jinx est très puissante, elle est très utile, mais avant tout, elle est dangereuse. Silco va développer un certain niveau de confiance avec son monstre au point où elle est assez proche de lui pour en devenir tactile physiquement parlant, ce qui est assez malaisant prenant en compte leur relation père-fille. Mais aussi, si Jinx aime Silco, Silco, il aime Jinx. Il l'aime comme un père peut aimer sa fille. Et c'est cet amour qui le rend aveugle à son instabilité et surtout à quel point elle est dangereuse pour son idéologie. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout éclate. Comprenez-moi bien, oui, les deux personnages s'aiment, mais c'est un amour toxique et maladif qui part de codépendance. Ce qui aide grandement à pousser Powder par-dessus ses limites et à donner naissance à Jinx, ce qui montre le danger de ce genre de relation. Créateur versus
Créature. Que se passe-t-il quand l'homme repousse certaines limites et où il joue avec des forces qu'il ne devrait même pas penser à toucher? Ben, il va falloir se plonger dans la littérature classique pour trouver notre réponse. Frankenstein de Mary Shelley raconte cette histoire, l'histoire d'un savant fou créant un monstre à partir de cadavres, repoussant les limites de la nature et donnant vie à une monstruosité. À la fin de l'histoire, le docteur Frankenstein meurt suite à un voyage en Antarctique après avoir chassé sa créature à travers le monde. Le roman met en garde contre quelque chose, cette ambition de repousser les limites, d'amener la science et nos capacités trop loin. Il montre que, même si le pouvoir vient à ceux qui font n'importe quoi pour l'obtenir, ce pouvoir peut être destructeur. Ce pouvoir va détruire l'individu. C'est ce qui a causé la mort de Silco aux mains de Jinx et c'est ce qui a causé la perte de Powder. Étant physiquement faible et chétif, Silco s'est entouré de personnes puissantes ayant des compétences de combat et des capacités hors du commun, allant jusqu'à synthétiser le Shimmer pour créer des monstres parmi les hommes, des monstres à son service. Et de ces monstres, Jinx est celui qui représente le mieux les erreurs de Silco. Tout comme le Dr Frankenstein a repoussé les limites de la science et de la nature, Silco a repoussé les limites relationnelles qu'il avait avec la jeune Powder. Et il a repoussé les limites du social. Et quand on passe les limites, il y a des conséquences. Il a mis trop de confiance en quelqu'un de puissant mais instable mentalement, l'a laissé approcher trop près parce qu'elle était efficace jusqu'au jour où il va payer cette efficacité de sa vie. Ne reste alors que Jinx, le résultat des expériences de Silco, le monstre du docteur Frankenstein. Une autre barrière très importante que Silco va pousser, c'est la limite du mental. Silco est allé beaucoup trop loin dans la tête de Jinx et c'est ce qui a fini par la pousser à devenir ce monstre. Préparez-vous parce que je vais révéler quelque chose. Utiliser les compétences au combat d'un enfant de 9 ans pour en faire une arme et devenir un baron de la drogue, c'est mal. Et c'est pour ce genre de leçon de morale que vous devriez vous abonner. Ça va avoir des conséquences au niveau de son développement et de comment cet enfant est socialement adapté ou non. Et c'est là que la créature se retourne contre son créateur, ce qui est relativement attendu. Pensez-y, normalement, le rôle d'un parent, c'est d'élever et d'éduquer un enfant, de le préparer au jour où il pourra affronter la vie seule. On peut donc dire que plus l'enfant grandit, moins le parent devient entre gros guillemets utile, ou plutôt moins il devient nécessaire. Quand on voit le genre de vie que menait Jinx, comment Silco l'a éduquée passé l'âge de 9 ans et surtout qu'est-ce qu'elle est devenue, ben ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle se rende compte qu'elle peut faire ses propres choix et qu'un gros cocktail Molotov explose. Là où en traçant sa propre route et en embrassant sa propre identité, la relation codépendante avec Silco entre en conflit avec cette construction d'une personnalité propre, une personnalité brisée, marquée par le mal, manipulée, mais tout de même complète, jusqu'au jour où Jinx passe en pleine autonomie et où tout l'arriérage de sa relation complètement toxique explose et coupe la tête du serpent. Et dans la saison 1, on a droit à ce dialogue qui annule tout ce que je viens de dire. Silco croit que c'est lui qui a créé Jinx. Il était toujours avec moi, parmi les ombres, dans la rue, dans un frisson qui me parcourait la nuque. C'était ta voix. Mais c'est pas lui qui a créé Jinx. C'est toi. Mais dire que ce point de vue par rapport à Silco n'a plus son importance à cause de cette ligne de dialogue, c'est faire un gros raccourci sur le scénario. Qui a vraiment créé Jinx? Jinx et Powder sont donc les deux côtés de la personnalité d'une petite enfant qui a énormément souffert. Et selon elle-même, c'est Vi en la repoussant qui a donné naissance au monstre. Et on pourrait arrêter là, on pourrait dire que c'est vraiment Vi la responsable, que Silco, il était juste au bon endroit au bon moment et que c'est Powder qui a été embarqué dans quelque chose qu'elle ne voulait pas, simplement parce que Vi a commis une erreur. Mais c'est oublier quelque chose, c'est-à-dire les bases de notre histoire et les bases de ce qui ont construit le personnage de Powder. Et là, je ne parle pas de Jinx, mais bien de la petite enfant de 9 ans. De la façon dont je le vois, oui, en la rejetant violemment, Vi a éveillé quelque chose en Powder. Mais c'est bel et bien Silco qui a attisé ce feu, mais c'est bien Silco qui va attiser ce feu et qui va aider Jinx à devenir ce qu'elle est. Silco, il a envoyé au combat une gamine pendant 7 ans. Tu me diras pas que ça n'a pas eu des petites répercussions. Deviens leur cauchemar, Jinx.
Libère-toi de tes doutes, Jinx. Avec ses sermons interminables sur la cruauté de la vie qui fait jamais de cadeaux. Silco croit que c'est lui qui a créé Jinx. Jinx, elle a vu des horreurs, elle a tué des gens en quantité importante. Et au point où on reprend après l'ellipse, on pourrait croire en regardant ses actions que ça ne l'affecte même plus. Une demi-douzaine de pacifieurs morts. Des pacifieurs que tu as tués. Ouais. Et un bâtiment réduit en miettes. Cependant, ça c'est en surface, parce que quand on creuse vers les profondeurs, je suis en train de creuser dans l'océan, moi. Bref, quand on regarde plus en profondeur, on se rend compte que la mort, c'est quelque chose qui l'affecte. Mais pas de façon classique, on va dire. La mort de Milo et Clagger vient encore la chercher, lui fait du mal. Elle est rongée par le remords et a même des hallucinations. Ce serait donc de la façon dont la série est racontée ce point, le moment où elle a compris qu'elle avait tué sa famille d'adoption en voulant être utile. C'est à ce moment que Jinx a été créée. Et pour voir ce qu'on en pense, je vais me tourner vers l'analyse de Cinémathérapie, une excellente chaîne YouTube où un psychologue diplômé et un cinéaste professionnel analysent les personnages qui nous sont présentés. Selon leurs vidéos sur le sujet, on nous dit que Powder semble rentrer dans ce qu'on appelle une psychose, un épisode qui dissocie la personne de la réalité à travers des hallucinations, qu'elles soient visuelles, auditives, tactiles, bref, sensorielles. Bref, la psychose, ça vient affecter nos 5 sens, ça crée des hallucinations qui affectent la façon dont le monde autour de nous est perçu. Et chez Jinx, c'est même pas une théorie, c'est un fait qu'elle a des hallucinations. C'est même montré diégétiquement dans la série. Tout le monde la ferme. Laissez-moi penser. T'as entendu ça? Un cycle qui a commencé bien avant Vander et moi, et qui continuera bien après ta sœur et toi. Et la c'est écrit le genre de répercussions que ça a sur une personne, mais aussi sur son entourage. Vi passe d'une grande sœur protectrice qui a peur de ce que l'on pourrait faire à sa sœur à un mentor brisé qui a maintenant peur de ce que sa sœur pourrait faire. Et Vi, elle a pas peur de grand-chose en général, mais c'est ce qui la terrifie, de voir le monstre qui a pris possession de Powder. On a aussi ce dialogue très intéressant à la fin de la saison 1. Est-ce qu'on est encore sœurs? Jamais rien ne pourra changer ça, Powder. Oui, elles seront toujours sœurs. Pourquoi? Parce que Vi va toujours l'aimer malgré tout. C'est ce qui rend les choses difficiles. Aimer quelqu'un, c'est pas seulement aimer qui était cette personne au début, c'est aimer qui elle devient. Par exemple, mon grand-père est mort en 2010 et aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'ai plus rien à voir avec le petit enfant que j'étais à l'époque. Donc si par magie il ressuscitait demain, bon déjà j'appellerais un exorciste, mais aussi et surtout, il y aurait un petit temps d'adaptation. On devrait réapprendre à se connaître parce que mes goûts ont changé, mes idées ont changé, mes buts dans la vie ont changé. Il a été littéralement 15 ans de ma vie. Il ne m'aurait pas vu évoluer. Je suis une toute autre personne et pour lui, je pourrais tout aussi bien être un étranger. Ou un bon premier repas, prions pour qu'il ne revienne pas en zombie. Cependant, s'il avait toujours été des nôtres, il m'aurait vu évoluer, il aurait compris d'où ces changements viennent, il aurait compris que je suis devenu un adulte, mais ça se serait fait progressivement et je n'aurais pas été une autre personne à ses yeux. Et c'est la partie complexe de la relation Vi et Jinx. C'est le fait qu'elle aime toujours sa sœur, mais elle ne l'a pas vue pendant 7 ans. Elle ne sait pas si ce qu'elle aime, c'est Jinx ou le souvenir de Powder. Souvenir qui ne reviendra pas. De son côté à elle, Jinx développe une certaine peur de l'abandon et c'est assez clair que ça vient de la soirée où Vi l'a rejetée. Elle pense que sa sœur la déteste. Regardez-la boxer avec la même machine que Vi. Regardez les effets appliqués directement sur la pellicule de film pour distordre la réalité. Regardez la petite fille crier et pleurer, se transformer en une ado en colère qui a dû grandir beaucoup trop vite. Colère mélangée à de la peur, de la tristesse et à une sévère situation de détresse mentale. Et le pire là-dedans, c'est que Jinx en est somme toute consciente. Regardez comment elle réagit quand elle revoit Vi. Tu es bien réel. Oui. Jinx doute du fait que Vi est réelle. Ça doit faire très longtemps qu'elle est consciente d'expérimenter des hallucinations. Elle est simplement incapable de définir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ça fait partie des symptômes de la psychose, mélangés à ce qu'on appelle de la délusion, c'est-à-dire certaines croyances qui entrent en conflit avec ce qui est réel. Ici, je pense que c'est sage de dire que la désillusion de Jinx est persécutrice, c'est-à-dire avoir la conviction que quelqu'un nous joue dans le dos, nous manipule, agit contre nous, et ce, peu importe les preuves du contraire. Comme Jinx qui kidnappe
Silco, Caitlyn et Vi, ou encore quand elle part en vrille à la seule vue de Caitlyn avec sa sœur. Et selon Alex C. Wright, le cinéaste professionnel qui travaille sur la chaîne YouTube dont j'ai parlé, la scène où Jinx se confronte à elle-même est aussi explicite qu'il est possible de l'être en termes de storytelling. Par rapport à quoi? Au fait de tenter de rationaliser les événements et de comprendre qu'on est en psychose. Là où on dessine directement à la main sur l'image, où on met des marques de griffes, des visages vides mais reconnaissables, entrecoupés de figures démoniaques qui épousent l'iconographie de Jinx. Le message cinématographique est clair, le monstre existe bel et bien et ce monstre fait partie de Jinx. Et ce qu'en pense Jonathan Decker, c'est-à-dire le thérapeute diplômé qui travaille sur cette chaîne, c'est une excellente dépiction de ce qu'est la psychose. Comparé au trouble dissociatif de l'identité qu'on appelle le TDI, anciennement connu comme trouble de personnalité multiple, une psychose ne voit pas la personne atteinte de changement de personnalité. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, vous côtoyez toujours la même personne, mais cette personne côtoie ses illusions. Elle côtoie des voix dans sa tête, des personnes qu'elle voit qui ne sont pas là. Exactement ce que l'on retrouve chez Jinx. Et autant d'habitude, quand je vais sur les territoires de la santé mentale, je rappelle que c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas un professionnel, autant cette fois, j'ai l'impression que les épisodes de Psychose est 100% ce que les scénaristes d'Arcane tentent de communiquer. J'aime particulièrement cette scène avec le miroir où Jinx semble y perdre un œil jusqu'à la fin où elle rit incontrôlablement et qu'on voit plusieurs yeux à la fois, plusieurs Jinx, montrant toutes les hallucinations et les troubles mentaux qu'elle côtoie au quotidien. Alors oui, en ce sens, on peut dire que c'est bel et bien Vi qui a créé Jinx et que Silco n'a fait qu'attiser le feu, mais c'est oublier quelque chose de très important. C'est oublier le fait que même avant d'avoir tué Milo et Clagger dans un accident, la vie de Powder, elle était difficile. Elle a vu ses parents morts devant elle à l'âge de 6 ou 7 ans. C'était une enfant quand ses parents sont morts de façon violente et où sur un champ de bataille rempli de sang et où les coups de feu se faisaient entendre quelques minutes avant, elle verra leur cadavre, juste après avoir vu son mentor battre un policier à mort. Revenons donc à Jinx. Ce que Jonathan Decker explique dans sa vidéo, c'est que Jinx, elle a clairement un gros problème avec le fait qu'on lui mente. Mais vous avez découvert qu'elle était revenue. Vous avez menti. Je l'ai fait pour te protéger. Mais ça ne fait pas forcément partie du trouble. C'en est une conséquence, mais la base, elle est beaucoup plus profonde. Cette colère envers le mensonge est une conséquence indirecte de son état mental. Et ici, le mot-clé, vraiment, c'est indirect parce que ce qui vient causer cette colère, selon Decker, c'est la peur de l'abandon. Elle kidnappe Silco quand elle pense qu'il va l'abandonner, s'attaque à lui quand elle pense qu'il ment, ce qui pourrait indiquer qu'il pense à cet abandon, et c'est bien après la mort de Isha que Jinx tombe mentalement à son plus bas. C'est de là que tout vient, cette peur de l'abandon, une peur qui était présente bien avant que Vi et elle se séparent. En tant qu'enfant, elle voulait toujours venir en mission avec sa sœur et ses frères adoptifs. Elle est blessée quand on la laisse de côté pour récupérer Vander, et elle supplie sa sœur de se calmer quand elle lui remet tout dans la face. Au début de l'histoire, au moment où Vander a été enlevé par Silco, cette peur de l'abandon, elle était justifiée par le fait que Powder, elle a quand même perdu ses parents très jeunes. Et pour elle, Vander qui disparaît, c'est encore une figure parentale, c'est-à-dire la représentation de l'amour et de la sécurité qui nous laisse tomber du jour au lendemain. C'est ce qui est sournois avec Jinx. Ses états mentaux, ses psychoses et son instabilité, on a beau chercher un coupable, dire que Silco l'a transformé en monstre, que Vi l'a brisé, mais la réalité, aussi terrifiante qu'elle soit, c'est que à l'intérieur de la petite Powder, Jinx a toujours sommeillé et n'attendait que le bon moment pour entamer son réveil. Sur ce, mes amis, c'était ma vidéo sur Jinx. J'ai adoré l'affaire, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour son alignement, donc j'ai un peu spoilé au milieu de la vidéo, mais comme elle démontre pas un réel besoin de faire le bien en général et qu'on peut pas parler vraiment de rédemption morale et qui a quand même fait beaucoup de mal, en plus en ayant un total regard absent sur le concept de loi, je crois que chaotique mauvais, ça s'applique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre
dernière vidéo ou voir une autre analyse du mal sur un autre personnage de Arcane en cliquant juste là. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait traiter, toujours avec le hashtag analyse du mal. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like, un commentaire, nous suivre sur Instagram, rejoindre le Discord et aller visiter notre Patreon si vous voulez soutenir la chaîne monétairement au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.